Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, vous êtes sur Radio Pirate. C'est Jeff Liberté pour... je vous dirais qu'on va faire deux blocs. Deux blocs pour les gens qui sont sur la version live. On a la boîte à Jerry un peu plus tard. Et on a également le Prof Caron. He's back. Ça fait longtemps qu'on va parler avec le Prof Caron, que vous pouvez entendre régulièrement avec Yann et Frank. Et même, je pense qu'il est à l'occasion avec Dom Moret sur Radio X. Donc, petite heure et 10, on vous a gardé un genre de petit 25 minutes avec le prof pour les gens qui sont sur la version live. OK, un peu plus tard. Mais on commence par les sujets du jour. Est-ce qu'il y a vraiment une soif? On a parlé dans le Radio Pirate News. On a fait le Radio Pirate News pour les gens sur le Prime. On a fait le tour de toutes les nouvelles du jour. On vous a parlé passablement pour les membres de ce qui est arrivé hier avec le genre de débat. Mais je ne suis pas certain que, à part les gens à part le monde qui jase de l'actualité, je ne suis pas certain que pour Monsieur Tout-le-Monde, ça a été un moment très important. Là. Je ne pense pas que beaucoup de monde ont écouté hier le débat entre des gens qui ne parlent pas le français. Là. D'après moi, il n'y avait pas grand monde là-dedans. Je n'ai pas vu les codes d'écoute, mais d'après moi, c'était assez tranquille, la paix. Vous avez sans doute fait comme un paquet de monde. Il y avait quoi? Y avait-tu du hockey à la télévision, Jerry, hier? Y avait-tu une game? Non, je pense pas. Non, il n'y a rien de game. spécial hier. Il n'y a rien de spécial. Donc, hier, moi, j'en ai profité pour écouter la première débat. de 1923. Donc, la série de Taylor Sheridan. Ah, OK. Ça marche. Qui est le Yellowstone. C'est comme l'époque avant. Donc, il y a comme trois séries qui sont reliées à Yellowstone. Je pense que c'est l'époque d'avant avec Harrison Ford. C'est excellent. Tu sais, je veux dire... Puis c'est la preuve que tu n'as pas besoin nécessairement de choses très complexes pour avoir quelque chose d'intéressant. Juste le fait de te ramener dans l'histoire et dans cette époque-là où il y avait des choses... Tu sais, des fois, on est dur envers notre époque, mais il y avait des choses assez tough dans ces époques-là, pas à peu près. Je veux dire, c'était vraiment tough. Là. Tu pouvais pas... Tu sais, les woke d'aujourd'hui ne pouvaient pas survivre dans cet état-là. Là. C'est impossible. L'expression Far West, là, il est réel. Là. Hey... non, les woke ne pouvaient pas survivre. C'est impossible. Tu ne pouvais pas être woke. Tu ne pouvais pas être faible. C'était impossible d'être faible. Donc, j'aime beaucoup, c'est la nouvelle saison. Donc, puis il en sort une par semaine. C'est sur Paramount Plus. Donc, les gens qui veulent avoir toutes les séries en question. Paramount Plus, c'est un des bons joueurs. Je le dis souvent, là, mais c'est un des bons joueurs qui a de très, très, très bonnes séries. Donc, si ça vous intéresse, ça s'appelle 1923. C'est la deuxième saison, avec entre autres Harrison Ford et d'autres excellents acteurs là-dedans. Puis j'ai écouté la première, parce que là aussi, c'est une autre série qui est sur Amazon Prime. J'ai écouté la première de la troisième saison de Reacher. Tu sais, le gros gars, le fort, full anti-Trump, le gars dans la vie de tous les jours. Il a l'air d'un tough, mais c'est un peu un woke dans la vie de tous les jours. Mais très bonne série. Donc, The Reacher, qui est sur Amazon Prime. Donc, vous avez vu que ma soirée était pas mal comblé hier. Donc, il n'y a pas eu ben de Mark Carney dans la maison chez nous hier soir. Ça ne m'intéressait pas une minute, mais je sais que ça fait jaser beaucoup de monde. Vous êtes en train de découvrir qui ils sont, puis vous rendez compte que finalement, on a affaire à des gens qui sont un peu vides. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est un peu dur à juger en raison de la langue qui n'est pas la leur. » Mais s'ils ne sont pas capables de parler la langue, ils ne sont pas capables d'exprimer leurs idées de manière convenable et le fond et leurs valeurs, si ce n'est pas leur langue, ben qu'ils le fassent en anglais, câlisse. OK? Puis qu'ils essaient de... Moi, je trouve que c'est... Regarde, c'est mon côté un peu... je l'utilise pas souvent, ce côté-là, mais il existe dans tout Québécois. Là. Arrêtez de nous prendre des imbéciles. Là. OK? Si vous n'êtes pas capable de parler la langue, faites-le pas. Là. Je veux dire, essayez pas de faire croire au monde que vous êtes capable de baragouiner vos idées si vous n'êtes pas capable de le faire. Tu sais, à un moment donné, ayez un peu de respect pour les gens à qui vous parlez. Là. Tu sais, vous n'êtes pas francophone. Jouez pas la game que vous êtes des gens bilingues. Vous n'êtes pas bilingues. Vous êtes des unilingues. Et dans le cas de Carney, c'est un fucking anglais. Là. C'est un gars qui est né au Canada, mais depuis... Notre vie a été faite... tu sais, regarde, moi, je suis un gars du Saguenay. OK? Je suis un gars du Saguenay. Mais je suis parti du Saguenay à 23 ans.
Donc, depuis de 23 ans à aller jusqu'à 57 ans, toute ma vie adulte, Oui. je l'ai passé soit aux États-Unis, soit à Québec. Donc, mon côté saguenéen, quand je retourne au Saguenay, c'est chez nous, dans le sens que j'ai fait ma jeunesse, là. Mais c'est plus chez nous, là. Je veux dire, après 2 jours, il faut que je retourne chez nous, là. C'est plus chez nous, là. Donc, Mark Carney, c'est un gars qui a fait sa vie aux États-Unis, mais surtout en Grande-Bretagne. C'est là qu'il a connu sa femme, qui est une Anglaise. C'est là où il a étudié à Oxford, après avoir étudié à Harvard. C'est un gars qui a fait toute sa vie, sauf le bout où il a été au Canada pendant quelques mois pour Golden Sachs. Et par après, on lui a offert le poste de banquier en chef du pays. Et à part ça, le gars, c'est un gars qui a une nationalité de United Kingdom, de Irlandais aussi, je pense, ça se peut-tu? Irlande, effectivement, Irlande et canadienne. Donc, le gars, il est... Puis sais-tu quoi, ça me dérange pas, là. Je veux dire, j'ai pas de malaise avec ça. Dans les règles, il est correct, là. Mais il est comme beaucoup de monde, dans le sens qu'il va comprendre l'autre langue, il comprend le français, mais il parle pas bien. Pas ce qu'on comprend? Donc, il y a beaucoup de monde qui comprennent très bien l'anglais, mais qui ne le parlent pas bien. Mais ça peut être pour l'espagnol pareil. Ça veut dire, à un moment donné, parler, c'est il faut connaître ses limites, puis il faut que tu respectes les gens à qui tu parles. Ben, c'est ça. Tu sais, les bouts que j'ai entendus sur Twitter, on dirait une gang d'handicapés, là. Tu sais, c'est un peu gênant pour eux autres. Je veux dire, tu sais, t'es rendu à mélanger des termes où tu as l'air d'un gars qui est en équipe avec le Hamas. Comment, man? Tu sais, je veux dire, si ça t'amène à faire des erreurs aussi graves, ne le fais pas, là. Dis, regarde, je ne suis pas francophone, je ne suis pas bilingue, je suis un unilingue anglophone qui baragouine un peu de français, mais je suis pas capable de le faire. Puis, sais-tu quoi? Moi, je vais trouver ça clean de le faire, puis je vais dire, ben regarde, j'aime mieux ça que quelqu'un, tu sais, Elisabeth May, là, la fille du Parti vert. Ça fait à peu près 25 ans qu'on l'invite dans des débats dans des débats français. La fille, elle parle zéro français. Non. Chris, arrête de prendre le monde des innocents, là. À l'inverse, Legault devrait jamais parler en anglais. C'est ça. Legault devrait pas parler en anglais. Le gars parle zéro en anglais. Le gars, il est pas bon. Puis c'est correct. Je veux dire, moi, j'aimerais mieux que le premier ministre du Québec soit parfaitement bilingue. Ça, c'est mes affaires à moi. Mais les Québécois, ils ont élu quelqu'un d'un genre d'amoureux de poutine ou de fromage en grains dans un sac. C'est le genre de gars à qui ils ont donné leur confiance. Donc, à partir de là, la démocratie a fait sa job. C'est correct. Mais de vouloir absolument parler en anglais pour je ne sais pas trop quelle raison alors que le gars ne parle pas anglais, ben c'est cave. Ben c'est la même chose pour l'autre gang. Prenez-nous pas pour des innocents, OK? Faites votre affaire en anglais, mettez des traducteurs qui ont l'air moins des robots, puis on verra à ce moment-là si vous... mais je vais répéter ce que j'ai dit dans Radio Pirate News pour les membres un peu plus tôt aujourd'hui. Peu importe ce qui arrive, c'est fait, c'est réglé. Là. OK, peu importe ce qui arrive, c'est réglé l'histoire. Puis, je vais le répéter à tous les jours jusqu'à l'élection qui s'en vient. Là. C'est pas vrai que les Québécois et les Canadiens, surtout les Québécois, c'est pas vrai que ce sont comme des Américains. C'est pas vrai que ce sont des gens qui vont avoir un genre de petit fling pendant 2 semaines comme les Américains ont fait avec Kamala Harris, puis qu'après ça, ça va revenir avec les chiffres un peu plus normaux. C'est pas vrai. Vous savez comment les Québécois sont des hosties dangereux avec un bulletin de vote. Quand j'ai sorti ça la première fois, il y a 3-4 ans, il y a des gens qui ont trouvé ça un peu dur. C'est pas dur. C'est la réalité. On est comme ça. Il n'y a pas un parti politique qui est safe quand il mène dans un sondage. Il n'y a pas un parti politique qui est safe quand il est au pouvoir parce que les Québécois partent une chier. Les Québécois sont capables d'être enfermés dans leur maison, de se faire dicter qui ils peuvent voir. Ils sont capables de se faire montrer des flèches dans un magasin. Ils sont capables d'attendre à moins 30 d'aller acheter 2 bouteilles de vin dans un magasin de l'État. Donc, de se faire traiter comme des moins que rien. Mm-hmm. Puis, quelques mois après, alors qu'on a réalisé que toute cette folie-là était inventée sur le tas, puis qu'on vous a divisé avec des hosties de seringues qui ne faisaient pas de job, où on vous a fait croire que vous alliez être protégé, puis que l'histoire, une fois piquée, vous alliez être protégé complètement. Ces gens-là vous ont menti à tour de bras. Ces gens-là vous ont fourré de 17 milliards de dollars.
Ces gens-là ont engagé tout ce qui pouvait traîner un peu partout, puis qui ont vidé les PME de leurs employés pendant cette crise-là. Et les Québécois ont quand même voté pour ce même parti-là. C'était le syndrome de Stockholm au maximum. Et quelques mois après les avoir élus, avec 94 élus, alors qu'il y avait l'opportunité de les colisser dehors, couper dans le cul, après qu'ils aient été traités comme des moins que rien, bien, les Québécois ont changé le fusil d'épaule complètement pour une histoire de fucking 5 millions donnés à Québécois pour un match de hockey. Là. C'est incroyable. L'histoire des Kings, c'est de l'argent donné à Québécois. Là. C'est 5 fucking millions sur un budget de 150 milliards. Des drames, il y en a plein. Là. Il y a 1 milliard 100 millions en ce moment d'une histoire avec la SAC. Là, on essaie de nous faire à quoi? Guilbeault essaie de nous faire à quoi? Live, là. OK? Ça a sorti ce matin de bonne heure. Ah, Guilbeault veut avoir une enquête de je sais pas trop quoi. C'est quoi la gang? C'est l'UPAC. L'UPAC, ouais. Guilbeault veut que l'UPAC enquête sur le scandale de la Société d'assurance automobile du Québec. Il va avoir combien de monde mis en prison? Personne. 0. OK. Il n'y a pas personne du CA qui va être en prison? Non, ça, c'est pour tenir le temps. OK, exact. Ça, c'est pour acheter le temps pour que ça fade, comme on dit. Voilà. Pour que l'histoire fade out. En anglais, on dit fade out. Ça veut dire que l'histoire part en haut, puis tranquillement, pas vite, on arrive avec d'autres sujets, puis l'histoire disparaît. L'UPAC, là, c'est l'unité permanente anticorruption. Hey, tu sais quoi qu'ils faisaient, eux autres, dans les dernières années? Ils faisaient des enquêtes sur le monde qui ne payait pas les amendes de la COVID. Là. Arrête. Mm-hmm. C'est ça le job. C'est le job, ça. L'UPAC, comme le reste de tout ce que le gouvernement a fait, c'est une hostie de joke. Là. Donc, il n'y aura personne qui va se permettre les menottes. Il n'y aura personne. D'ailleurs, si on revient sur l'histoire de la COVID, parce qu'il faut le faire, il faut le faire à l'occasion. Puis, il n'y a personne qui a fini avec les menottes malgré les morts. Il n'y a personne qui a fini avec les menottes malgré toute la désinformation et tous les mensonges qu'ils nous ont faits, qui étaient quasiment 80% de la bebelle qu'on a vécue, c'était du mensonge. Là. OK? Vous êtes fait piler d'en face par une gang de crosseurs. Là. Et vol, détournement d'argent, détournement des droits qui sont les droits fondamentaux de notre société, tout ça a été écrasé et personne n'a payé pour ça. Là. Vous pensez sincèrement que quelqu'un qui va payer, qui va finir en prison après une enquête de l'UPAC avec une histoire de 1,1 milliard, qui aurait pu servir à payer un peu de monde pour leur donner une épicerie gratis? Parce que la gang de la Bouchée Généreuse nous dit aujourd'hui que 40% des nouvelles inscriptions qu'il y a à la Bouchée Généreuse, un endroit qui donne des paniers d'épicerie gratuits le jeudi, 40% des gens sont des gens qui travaillent à temps plein les deux. Là. Donc, je ne sais pas dans quelle société on vit en ce moment, mais vers quoi on se dirige, mais il y a des affaires bizarres. Mais on a de l'argent à pu finir pour des hosties de patentes informatiques à la marde. Puis arrêtez de m'écrire ça. Arrêtez de parler de faits que vous ne connaissez pas. Oui, Chris, je suis assez bright, même si c'est pas un domaine que je connais pour savoir quand est-ce que je me fais crosser. Là. OK? Beaucoup de monde se sont amusés avec cette histoire-là. Là. Probablement beaucoup de monde qui se sont pognés le beigne, beaucoup de monde qui ont pris des mauvaises décisions faites sur un coin de table, probablement des employés, un genre de third party, genre de sous-traitants, des consultants. Regarde, le party devait être pogné, là, parce que dépenser 1100 millions de dollars, il faut que tu travailles fort en jouant le vert. Là. Je vais te donner le défi à un moment donné dans un projet de dépenser 1100 millions de dollars. Tu vas avoir de la job, là. On a de la job en jouant le vert. Donc, cette histoire-là, c'est plus ou moins vrai. Donc, tout ça, c'est tout relié à ce que nous sommes, là. OK? Moi, je suis désolé, là, mais j'ai aucune pitié pour l'histoire du milliard, 100 millions. Oh, mais Jeff, tu ne peux pas dire ça, c'est notre argent collectivement, etc. Oui, mais je vote pas pour ça, moi. Il y a les gens responsables de ça, ultimement, si l'UPAC veut arrêter du monde, allez arrêter le monde qui vote pour la CAQ. Et allez arrêter le monde qui vont partir de la CAQ et qui vont aller voter pour le Parti québécois. Si ça tient encore, j'ai l'impression qu'avec toute l'histoire de Trump, tranquillement, pas vite, les péquistes sont en train de disparaître et la CAQ va ramasser encore la même gang qu'avant. Là, parce que les boomers sont incroyables. Donc, si vous voulez... Le mal de notre société, là, tout ce que nous sortons à tous les jours, là, c'est quoi vous pensez?
C'est le pays des boomers. C'est le modèle des boomers. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les boomers? Ben, ils veulent encore le même modèle. Quand ils se font mettre d'en face, c'est quoi qu'ils ont comme problème avec leur modèle de boomers? Ils veulent pas changer. Les boomers, leur réaction, ce qu'ils veulent, c'est pas enlever le modèle de boomers qui est en train de nous mettre dans la marde depuis à peu près 40 ans. C'est plus de boomers modèle encore. Donc, vous avez beau me dire, on va aller voir le gars qui est à SAC, qui était sur le CA, on va aller voir tel dirigeant de la SAC, on va aller voir Éric Kerr, on va aller voir... Mais ultimement, tout ça, là, c'est le comportement odieux des boomers puis des vieux X en passant. Tous mes chums que je vois sur Facebook, là, les gens qui sont nés en 1966-67, là, vous êtes épeurants à lire en joie le vert. Donc, regardez comment vous vous comportez, regardez comment vous réagissez avec vos sautes d'émotions de bébé Lala. Puis regardez comment vous vous comportez. Là, vous êtes passé du bloc à Mark Carney. C'est quand même assez spécial, Jerry, à vous. Là. Ça, c'est incroyable. Ça, là, c'est... Donc là, vous êtes capable de jumper là. Ben moi, je le dis, là. Je l'ai dit dans Radio Piratigno, je vais le répéter là. Je pensais que c'était un genre de glitch, là. L'histoire du gars avec la moustache et la canne. Le NPD, là, qui passe la gratte au Québec. Je dis, dans l'histoire d'un pays, d'une province, ça peut arriver, en 300 ans d'histoire, une patente, tout ça. Mais là, c'est numéro 2, là. C'est des hosties dangereux avec un bulletin de vote. Jeff, c'est numéro 2, là. C'est le numéro 2. Qui provoque ça encore? Mais qui provoque ça encore? Les crises de boomers. Ils sont incroyables. Et les hosties de X de mon âge. OK? Là, là, les X de mon âge finis. Là, avant, on parlait des boomers. Puis il fallait mettre des gants blancs, pas les boomers pirates, les affaires de maintenant. Regarde, vous arrangerez que la gang avec... Moi, je vais m'arranger avec la mienne. OK? Parce que dans la mienne, ils sont en même place que les vôtres. Ils sont rendus en pyjama, sont pantouflés, sont dans Watt, sont retraités, ils ont leurs astis de bebelle, ils ont le vodka, ils ont le vin, ils ont leurs astis de voyage au Mexique une fois, puis après ça se plaint. Ah, j'ai pogné le flux. Regardez, là. Tout ce qui nous arrive, c'est par nos propres choix. On va arrêter, là. On va mettre l'UPAC là-dessus. Ils n'ont rien que l'UPAC. Ils n'ont rien que l'UPAC. Les gens d'Ancienne Lorette ont eu l'occasion de câlisser dehors Éric Kerr. Ils ont eu l'opportunité, on le sait qu'Éric Kerr, c'est une farce. On le sait depuis longtemps. Le gars, il a été réélu. Vous aviez un super de bon candidat avec Stéphane Lachance qui était dans le parti d'Éric Duhaime. Il y a eu des bons chiffres, mais malheureusement, les boomers de Ancienne Lorette ont voté pour Éric Kerr. Donc, c'est que vous voulez que je vous dise? C'est bien beau me faire croire que l'UPAC va venir arranger quelque chose. Elle n'arrangera rien. Et je me demande si le monde d'Ancienne Lorette à la prochaine élection vont pas réélire Éric Kerr. Ben, pourquoi pas? Donc, Chris, à partir de là, on n'est pas broyé, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a raison. Pourquoi pas? Ils vont le faire. Ben oui! Les amis, Valérie Plante se représente à Montréal, à gagne. Là, ça chiale sur le déneigement, ça chiale sur les poubelles qui débordent, ça chiale sur tout, là. José Legault à capote, là. Parce que José, elle voit des tonnes de neige avec. Hop, les poubelles ressortent un peu, puis là, la marde ressort partout. Ça déborde de partout, là. Jeff, ça n'a pas d'assez bon sens. Tu regardes des photos, ça n'a pas. Mais si Valérie Plante se représente, elle gagne. Puis Marchand va gagner à Québec. Puis je vais vous annoncer que il va y avoir les prochains sondages, vous allez voir que le Parti québécois qui est complètement perdu dans l'histoire, il n'y a pas juste Pierre Poilievre qui est perdu. Là. Le Parti québécois est perdu depuis l'histoire de Trump. Là. Les autres sont fourrés raides. Là. Le Bloc est abandonné, donc leur gang. Et les gens, les Québécois nationalistes se tournent maintenant vers les libéraux de Mark Carney. Puis le gars ne dit pas un crise de mots français. Là. La maladie mentale, ça fait faire des affaires bizarres. Là. OK? Bouchard nous l'a dit, là. Mais même si Bouchard le dit, même s'il le dit, il va se faire traiter de « il forme de gueule, crise de bonhomme ». Parce que les Québécois, c'est ça qu'ils sont. Des estis de boules d'émotion, puis des gens qui prennent des décisions sans réfléchir. Des estis de pas de tête. OK? C'est ça qu'on est.
Des hosties de pas de tête. Ou des boules pas de tête. Des vraies boules d'émotion. Hosties de boules d'émotion. Donc, là, vous allez voir, la CAQ va remonter. Et ma prédiction que j'ai faite ce matin dans Radio Pirate News... La CAQ va remonter. Quel cauchemar! Oui, la CAQ va remonter. Quel il va se dresser contre Trump. Oui. Plus... puis PSPP, lui, c'est quasiment le plus tempéré de la gang. Oui. Mais là, il est quasiment vu comme un traître. Parce qu'il faut juste jouer sur l'émotion, haïr, sortir des liners. Et là, ben, ça va être la CAQ de la pandémie. Tranquillement, pas vite. On l'a vu dans les sondages. Ça commence à apparaître. Mais moi, je pense que le prochain sondage va nous montrer un PQ et un CAQ nez à nez. Et si François Legault connaît les Québécois et qu'ils savent, entre autres, que les boomers et les vieux X, c'est des hosties de crinqués, il va repartir une élection au début du printemps. Il va faire comme Ford l'autre bord. S'il sent qu'il y a un switch qui se passe, il va le faire. Il va prendre le PQ désemparé, puis il va se racheter un autre 4 ans. Là. Checkez bien ça. Là. Je le dis, je le répète, parce que je l'ai fait tantôt pour les membres, mais je vais le dire pour tout le monde, tous les pirates cheap sont là. Les Québécois sont tellement dangereux que si Trudeau fait un deal avec Mark Carney, parce que Justin Trudeau se comporte comme le premier ministre du Canada. Justin Trudeau, il a pas dit... Justin Trudeau regrette d'avoir démissionné. Parce que s'il avait été bien conseillé, il aurait attendu quelque temps, il aurait attendu 2-3 semaines, il aurait arrêté de grêler. Oui. Puis, ça serait reparti comme c'est reparti là. Si Justin Trudeau s'assoit avec Mark Carney puis il dit, écoute bien, t'es en train un peu de te caler, là. T'as parti raide, mais t'es un peu en train de te caler. Au Québec, ils t'aiment beaucoup parce qu'ils ne te comprennent pas. Là. Mais, puis aussi, ils sont durs à suivre. Là. Mais pour le reste, t'as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Regarde ce qu'on va faire. Je reste PM. Je reste le chef du Parti libéral. T'es mon vice-premier ministre officiel. T'es mon ministre des Finances. T'es vraiment mon... Et je t'annonce comme étant mon dauphin. Puis que je vais faire peut-être un autre 4 ans ou un autre 8 ans. Mais tu vas être mon dauphin ultimement. On fait une équipe. On fait un genre de parti avec 2 têtes. Mais c'est moi un peu... c'est moi la tête au-dessus parce que vu que je suis là depuis... On fait une équipe à 2. Trudeau se présente avec Carney en équipe. Et au Québec, il y a 62 sièges. Je me demande s'il reste un conservateur debout au Québec. Parce que les Québécois sont de même. Ils sont fous, Carlis. Ils sont complètement fous. Anyway, regarde. Hey, partie numéro 2 de Jeff Liberté après le break. Là, OK. Mr. White, paye sur le piton pour le break. C'est comme Manon, dans Tout le monde en parle. Manon. C'est Manon qu'elle s'appelait? Oui, hein? Je pense que oui. Manon et ton piton. Touche à ton piton, Manon. Radiopirate.com. Enfin, Pirater, c'est légal. Radio Pirate. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. OK, hey, de retour sur la partie numéro 2 de Jeff Liberté. Un bon bout de fun avec Jerry. On est crinqué. On est crinqué pas à peu près. Hey, après ce bout-là, on a la boîte avec Jerry et on a un excellent bout avec le prof Caron. Tout ça sur Radio Pirate. Hey, j'ai différents sujets pour toi. Je sais que tu en avais aussi de ton côté. Oh, j'ai quelques petites patentes. On va faire une boîte un peu plus tard, d'ailleurs, Jerry. Parle-moi donc de la nouvelle qui est sortie sur l'histoire de la FTQ, que la FTQ a lancé une mise en demeure contre Québécois. Je veux que tu m'expliques un peu ce qui est arrivé dans les dernières heures. Ben c'est ça. La FTQ Construction a envoyé une mise en demeure au Journal de Montréal, puis aux journalistes aussi. Là. Puis les autres, ils disent qu'ils se font harceler. Donc, le journal les harcèle avec les histoires de Dodge Ram, tu sais, les pick-up, là, les boss de la FTQ qui se sont achetés des pick-up et qui roulent en gros pick-up, les histoires de party, les histoires de voyage. Là, on a su qu'un gars qui, finalement, passe ses après-midi à prendre un coup avec je ne sais pas trop qui, là. C'est ça. Puis, c'est un esti de party, mais... Je veux dire, quand la FTQ Construction fait ça, c'est qu'elle est en train de se culpabiliser. Elle est en train de montrer aux gens
que là, il faut que ça arrête parce qu'ils vont trouver d'autres choses, puis ça veut dire qu'ils en ont d'autres. Ça veut dire qu'ils ont d'autres squelettes dans leur placard. C'est ça. À chaque 2 jours, il y a quelque chose. Ben, garde, je suis rarement avec la gang de Québécois parce que la gang de Québécois nous font extrêmement mal. La gang de PKP nuise énormément au Québec. Surtout, on a vu tout ce qui est arrivé au cours des dernières semaines avec l'histoire de Trump. Toute l'hystérie collective est provoquée par ces gens-là qui sont extrêmement dangereux. C'est des gens qui me font... Regarde, c'est des gens... Si j'avais un talk à faire, si j'avais un lunch à avoir avec PKP, ce serait un long lunch. Je sais pas. Moi, je pense que PKP n'aime pas le Québec. La manière que ces médias travaillent le Québec, la manière que ces gens-là exploitent les Québécois et les boomers, c'est extrêmement méchant. OK? J'aurais long à dire avec PKP si je pouvais avoir un lunch avec lui. Mais c'est tel que tel. Mais dans ce dossier-là, si les médias de Québécois avaient un genre de focus sur leur survie à moyen et long terme, c'est exactement le genre de journalisme qu'ils doivent faire. Ben oui. Parce que souvent, ils sont contre nous. Souvent, ils cherchent ils vont chercher un ennemi quelque part. Ils vont chercher un genre de champion quelque part. Ils vont nous diviser. Ils font ça pour avoir des clics. Ils font ça pour avoir de l'intérêt à leur poste de TV qui en arrache. Mais si ces gens-là commencent à faire leur vrai job, éliminez toutes les sautés que vous avez dans votre journal, là. Enlevez tous les gens, là, la folie, le prof de cégep de Garneau, après ça, Loïc Tassé, le gars avec la moumoute, etc., etc. Enlevez tout ça, là. Puis commencez à mettre, je sais que ça coûte assez cher, mais commencez à faire des affaires qui vont aider le monde à voir clair. Ben oui, parce qu'il y a, il y a Du 90 journalisme 000... d'enquête, Jerry. Oui, journaliste d'enquête. Il y a 90 000 travailleurs Oui. de la FTQ Construction. Donc, c'est quand même... Moi, dans toute la gang, là, on s'entend-tu que, bon, il y a peut-être la moitié qui s'en crisse et qui s'occupe de rien. Il y a au moins la moitié du monde qui sont contents de voir qu'ils se font crosser par leur syndicat puis que leur syndicat abuse. L'histoire... tout le monde se souvient de ça. L'histoire de la loi au fédéral pour la transparence des finances des syndicats, là, que Trudeau a enlevé, là. Ben, c'est Harper leur entrée et ça commençait elle commençait au moment où il y a eu l'élection et Trudeau est rentré et le premier geste qu'il a fait, c'est d'enlever ça pour protéger les syndicats, imagine-toi. Ben, ce que le journal fait en ce moment, il faut le dire. C'est cette job-là. Là. C'est cette job-là. Il montre que les syndicats, il y en a qui abusent puis qui ne savent pas de bon sens. Puis, ben, je pense que ça intéresse beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de syndiqués, là. Je vais te dire une affaire, là. Si les médias de Québécois, mettons PKP vend et Québécois est détenu par une gang de pirates. Les pirates dérangent énormément, même Marie-France Bazot nous salue dans la presse aujourd'hui. Oui, elle fait un petit coucou. Mettons que les pirates achètent les médias de Québécois et on les a, là. Puis on les transforme. Ben, ce serait des affaires de même à longueur de journée. Ce serait ça. Et ça, là, excusez-moi, là, vous ne pouvez pas mourir si vous faites ça. Parce que comme tu dis, tu es avec le monde. Tu es avec le monde. Je sais comment... Tu sais, moi, dans une autre vie, probablement que j'aurais été... Tu sais, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'allais aboutir sa construction. Tu sais, la radio, c'est arrivé un peu par accident. Ça n'a jamais été un plan de carrière. Puis, je me disais, bon, ben, soit je m'en vais en informatique. Mon père était prof d'informatique, en plus d'être prof de maths. Mais, tu sais, j'aimais le milieu de la construction. Tous mes chums étaient dans le milieu de la construction. Donc, peut-être que j'aurais abouti là-dedans si je n'étais pas tombé par hasard dans le milieu de la radio. C'est un milieu avec lequel les gens de la construction, je suis à l'aise avec eux autres. D'ailleurs, on veut saluer Construction T-Wallet qui se joint à nos commanditaires. C'est Tommy et toute son équipe qui ont bâti le studio, qui ont bâti notre maison, qui ont bâti tout ce qu'on a. Puis Tommy ont fait un job extraordinaire. Puis moi, j'ai adoré ça. Dans une autre vie, j'aimerais ça peut-être être un associé de Tommy puis avoir une compagnie de construction pour faire des maisons neuves. J'aime ça. Et ça donne que je connais beaucoup de monde de la construction. Puis je sais qu'il y en a plusieurs là-dedans. Ils sont syndiqués, comme dans la société en général. Ils ne se posent pas trop de questions. Ils rentrent à l'ouvrage. Bon. Ils voient qu'ils ont des payes de 2000, 2200 $, puis il lui reste 945 $. Voilà, c'est ça. Mais c'est tel que tel, c'est ceux qui fassent. Oui.
Tu sais, ils se cassent pas trop le pompon avec ça. Mais souvent aussi, sur les chantiers, vous avez l'autre gang. OK? L'autre moitié, qui sont un peu plus vocales, mettons. Et il y en a des deux bords là-dedans. Il y en a qui vont défendre le syndicat, puis il y en a qui sont à bout du syndicat. Puis l'autre gang, comme je vous dis, ceux qui amènent le lunch, qui font le job, qui regardent le papier de paye, puis qui se disent « Tabarnak, ça coûte donc bien cher faire de la construction. On paye donc bien des affaires. » Eux autres, ils écoutent, puis ils essaient dans leur tête de prendre un bord ou de l'autre. Mais une chose est sûre, c'est que ça brasse quand même dans le milieu de travail. Les gens qui questionnent les syndicats le font. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un peu plus touché de le faire parce que généralement, la FTQ est vue comme un syndicat de gros bras. Donc, il y a comme un genre d'omerta. Mais Oui. la nouvelle génération commence à parler plus fort. Et les gens commencent à en avoir plein le cul de tout le système entourant la construction au Québec. On va avoir une grève, là. OK? On va avoir une grève. Mais je peux vous dire une affaire. C'est que parler avec des gens, il y a beaucoup de gens brillants en construction. Tu sais, faut pas que tu sois en construction, il faut que tu aies des bonnes mains, il faut que tu aies une bonne tête, il faut que tu sois capable de penser à ton affaire, il faut que tu sois capable de lire des plans. Tu sais, il y a des bonnes têtes en construction, là. Il y a beaucoup de gens bright là-dedans, là. Énormément de gens bright, là. Puis là, ils commencent à se poser des questions sur tout le système au complet. La CCQ, Oui. la CNESST, toutes les patentes qui sont reliées au syndicat. Ils commencent à en avoir plein le cul, là. OK? Parce que, comme je vous dis, le gars qui les emploie, la petite PME ou le gros constructeur qui les emploie, il va charger, mettons, 100 piastres de l'heure pour mettre le gars sur le chantier, plus taxes, donc 115. Puis là, ben, le gars, lui, à la fin, il ramasse 45 piastres. Là, il dit, attends un peu, là. Il y a beaucoup de monde qui font de l'argent sur mon dos, là. Oui. Le gouvernement fait de l'argent sur ton dos. Les gouvernements. La CNESST, la CCQ, la FTQ ou la CSN. Parce qu'il y a les deux, FTQ Construction et CSN Construction. La FTQ, c'est 43 des syndiqués. Juste la FTQ Construction. Juste la FTQ, là. Puis il y en a d'autres aussi, mais les deux gros, c'est Oui. FTQ, CSN. Et là, il regarde ça et il dit, attends un peu, là. Ça coûte 115 piastres de l'heure. Le client est en tabarnak, là. Tu sais, moi, là, je veux dire, quand la maison est en construction, je regardais le nombre de personnes, puis je me disais, OK, là, à chaque fois qu'il y a 5 chars, c'est 5 à l'heure, c'est 5 fois 115 piastres, là. De l'heure. Chaque heure qui passait, ça coûtait ça, là. Parce que c'est ça que ça coûte. Je veux dire, sinon, on bâtit pas, là. C'est ça que ça coûte, là. Et là, tu regardes ça et tu te dis, ouais. J'espère au moins que les boys font de l'argent. Chris, les boys, ils arrivent avec des pick-up rouillés, câlisse. Mhm. Pas tous, mais les plus jeunes arrivent avec des... Alors que le projet, il coûte 115 piastres. Mettons que le compagnon coûte un peu moins cher, là. Mais c'est quand même très dispendieux. Puis là, à la fin, tu te dis, Chris, ce gars, il est pauvre pareil. Il devrait être riche, ce gars-là. Mais tout le monde vient piger dans la patte. Parce que tout le monde se sert du travailleur pour charger. Puis je veux saluer les... parce que quand je parle aux gars de construction, les gars de construction comprennent très bien comment leur boss est pogné là-dedans. Parce que le boss, lui, il charge tout le temps à peu près le même montant en pourcentage. C'est sûr qu'il fait plus d'argent si ça coûte... tu charges 100 piastres de l'heure au lieu de 65 piastres. Mais ultimement, lui, ses assurances augmentent. Les pick-up qu'il fait rouler puis les panels qu'il fait rouler coûtent plus cher. Le gaz qu'il met dedans coûte plus cher. Donc, mettons que lui, dans ce 115 $-là, il y a un 15 % à lui aussi, comme à peu près le gouvernement prend en vente, en taxe de vente. Bien, lui, il faut qu'il deal avec ça. Et lui, là, il est pogné avec ça. Puis il dit, à un moment donné, il dit, moi, je suis fourré aussi parce que le client, je ne peux pas y augmenter. Tu sais, il y a une limite, le client, là. Il y a une limite, surtout dans le résidentiel. Il y a une limite. Ben oui. Dans le public, c'est une autre affaire. Le party, c'est le bord ouvert. C'est ça. Mais dans le résidentiel, on le voit, là, il y a une limite. Là. Il y a une limite dans la réno, il y a une limite dans la construction neuve. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les jeunes gars de construction, et les filles maintenant qui sont là-dedans, ils commencent à s'apercevoir qu'ils sont utilisés pour un hostie de raquette, là. Et dans les gens qui
les gens qui les crossent, il y a les syndicats, là. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur du syndicat, il y a une gang dans des tours, puis dans des endroits, des places. Puis je pense que Rambo brasse pas mal. Rambo n'est pas aimé ben ben. Là. Rambo fait un job, là. On va le dire, là. Rambo fait un job, là. Moi, je l'aime, Rambo. Chris, il y a assez de Québécois. Puis je sais que des fois, regarde, je vous dis ça, là, mon meilleur chum a eu de la misère avec Rambo. Mon meilleur chum a eu de la misère avec Rambo. Ils ont dealé ensemble sur des chantiers. Puis, à un moment donné, il a même fallu que mon chum prenne un break parce qu'il dit, Chris, Rambo, il venait me piler ses pieds tout le temps. Il dit, tu sais, quand t'es boss, Rambo, il t'énerve, là. Mais j'aime que quelqu'un parle. Je n'ai pas obligé d'être tout le temps d'accord avec ce que Rambo dit. Mais au moins, il est vivant, Callis. Puis lui, il en a vu des crosses, des gros syndicats, là. Il en voit, là. Mais dans un bureau de Montréal, ça fait des beaux tours, là. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a quelqu'un qui s'occupe des communiqués. Ben oui. Il y a quelqu'un qui s'occupe des ressources humaines. C'est ça. Tous des jobs à 150 000, payés avec des hosties de subventions de syndicats de 3 000 $ par travailleur. Ah oui. Toi, tu es sur le chantier à 5h30, la boîte à lunch, le casque, en train de te scraper les genoux, oui. de te scraper les épaules, de te scraper le dos. Tes pendant mains qu'il y en a finies. Ben oui, les mains complètement finies, l'arthrose qui pogne là-dedans, le shake. L'autre est en pick-up F-150, il va dîner dans des petits restaurants le midi, puis il se met de la sauce à cocktail dans le nombril, câlisse. Ben oui, tabarnak. C'est ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Puis, il y a quelqu'un qui est devenu un chum avec le temps. Je l'aime bien parce que c'est un gars brillant. Mais tu sais, c'est un gars, un asti de bon, là. Un asti de bon, là. Quand il arrive sur un chantier, il m'a dit de quoi, d'après moi, le monde, il dit... Puis je sais qui fait confiance. Je connais des gens qui lui font confiance, mais c'est pas pour rien. C'est un vrai de vrai. Son boss, j'espère, je pense qu'il le sait, là. Son boss, c'est un asti de vrai, là. Jeune homme, un pirate. 3 enfants, une femme. Mais comme n'importe qui, il faut qu'il se batte, asti. La maison coûte cher, le gaz coûte cher, la bouffe coûte cher. Ah, sa blonde a une belle job, lui a une belle job, mais il m'a dit de quoi? Il faut qu'il check Ruby pour voir qu'est-ce que c'est. Et puis il va à la chasse pour nourrir sa famille, là. Mais lui, le 3000 pour la tuque, il était écœuré en asti, là. Lui doit être écœuré. Moi, il dit, moi, on va avoir une tuque à chaque année à 3000 $. Je commence à en avoir plein le cul, là. Puis c'est un bon Jack, là. C'est pas un gars violent 0-0, là. C'est pas un brasseux de marde, là. Mais il commence à en avoir plein le cul de la tuque à 3000 $, là. Pendant qu'il y a du monde qui font des estis de beaux tours dans des restaurants, puis l'autre qui s'en va à Dubaï, aller-retour, qui revient, là. Ils commencent à en avoir plein le cul, eux autres, là. Puis ils n'ont plein le cul de la CNSST, parce que ce qui se passe à FTQ, il se passe la même chose, pas à la CNSST, mais à la CCQ. Ce qui se passe à la CCQ, il y a combien de gens qui travaillent à la CCQ? Il y en a une crise de gang, là. La CCQ, c'est eux autres qui mènent tout. La raison pourquoi la construction coûte cher au Québec, là, il y a beaucoup de ça qui s'est relié directement à la CCQ, puis toutes les histoires de cartes, puis tout ce que tu veux. Il y a un esti de game qui se joue en construction, là. Puis je sais que pendant longtemps, c'était quasiment dangereux de parler de ça. Parce qu'il y avait une certaine unanimité syndicale à l'intérieur de la gang. Mais ça n'existe plus. Parce que les travailleurs, beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup de travailleurs se rendent compte que finalement, le syndicat leur sert absolument rien, sauf donner 3 000 $ par année. Puis ces gens-là se calissent d'eux autres. C'est le party, puis les gros salaires, puis les gros comptes de dépenses, puis tout ce que tu veux. Ils commencent à en avoir plein le casse. Bien, le Journal de Montréal, c'est très rare qu'on fait ça. Le Journal de Montréal, keep going. Crissez la mise en demeure dans la poubelle. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va faire que vous allez être encore des médias pertinents dans le futur. C'est comment vous allez protéger le monde puis comment vous allez brasser. C'est ce que vous auriez dû faire pendant la COVID en passant. Si vous aviez fait ce que vous êtes en train de faire sur la FTQ pendant la COVID avec le gouvernement, vous seriez probablement dans les entreprises de médias les plus performantes en Amérique du Nord. Malheureusement, vous avez choisi de coucher avec le evil. Malheureusement. Mais vous avez l'occasion de vous reprendre.
Vous avez l'occasion de vous reprendre. À chaque journée, c'est une nouvelle journée, un nouveau 24 heures qui s'annonce. Il est peut-être, tant qu'il y a de la vie, il est peut-être encore temps de faire les bonnes actions. Et ça en est une bonne. Ça en est une bonne. Parce que je le sais très bien. Parce que dans le fond, même si des fois, c'est bizarre un peu comment le journal se compare. On parle de syndicats de temps à autre, puis on est là en train de protéger tel ou tel. Des fois, il y a des affaires bizarres. Mais dans le fond, PKP et la gang de Québécois, ça a toujours été des anti-syndiqués. Pas syndiqués, anti-syndicats. Oui, c'est ça. Ils l'ont fait avec ils l'ont fait en cassant le Journal de Québec, ils l'ont fait en cassant le Journal de Montréal, ils l'ont fait avec la gang de TVA. La réalité, c'est que PKP, c'est pas un gars de syndicat, il est haï à mourir. Quand ça fait son affaire, il les protège. Quand c'est pour des patentes, il va y protéger. Mais dans le fond de lui, ce qu'on voit en ce moment, ça, c'est plus que Québécois. Et donc, thumbs up, bravo, continuez. Ne vous laissez pas intimider par cette gang de gros bras-là. Continuez à sortir. Je peux vous dire une affaire, que contrairement à 1970, les travailleurs qui sont sur les chantiers, il y en a au moins la moitié. Il y en a plusieurs qui ne le diront pas, là, parce qu'ils ont peur des conséquences. Mais dans le fond d'eux, et quand ils savent qu'ils peuvent le dire à quelqu'un de safe, ils sont contents sacrément. Parce qu'ils en ont plein de cul de payer des 2000 et des 3000 piastres par année à des gens qui le rient d'en face, mais qui profitent, qui font la grosse vie. Enough is enough. Donc, bravo au Journal de Montréal. De temps en temps, il faut le dire. De temps en temps, il faut le dire. Je les haïs à mourir. Là. OK, don't get me wrong. Je les haïs comme tu ne peux pas savoir. Là. Mais je suis quelqu'un de fair. Voilà. Et quand ils font quelque chose de bien, on doit le dire parce qu'il faut les inciter à le faire plus souvent. C'est là où on a besoin d'eux et c'est le même qui pourrait survivre avec toutes les nouvelles. Ça, il n'y a rien qui peut vous empêcher de continuer à prospérer. Ni Facebook, ni Google, ni le téléphone, rien. Quand vous êtes bon de même, dites-vous une affaire. Il y a plein de gosses à construction de 27 ans qui n'ont jamais ouvert un journal. Puis ils ne vont pas bien souvent dans le site Journal de Montréal. Mais je peux vous dire une affaire. Ils ont tous cliqué sur vos articles, par exemple. Ils ont tous cliqué sur vos articles. Donc, quand vous touchez le monde, vous êtes right dans le cœur du monde. Vous êtes right dessus. C'est une grosse job que vous faites. Donc, bravo, parce qu'on est fair, parce que les pirates sont comme ça. On est des gens fair quand c'est une job qui est bien faite. Puis keep going. Ne vous laissez pas intimider par la gang de salauds qui sont en haut d'un tour et qui se payent des gros parties avec l'argent des travailleurs. Keep going. Donc, voilà. C'est fait. Voilà pour Jeff Liberté. Fait du bien, hein, Jerry? Ça fait du bien, certain. Fait du bien. On est avec les travailleurs, on est avec le monde. C'est ça la force de Radio Pirate. On est avec le monde. Oh ouais, joignez-vous à tout le monde. Tous les médias traditionnels, même Radio-Canada, faites ça. Travaillez pour le monde. Au lieu d'avoir la fille de la FTQ sur des panels ou la fille de la CSN. Ben oui. Amenez le travailleur sur vos panels. Amenez-le, vous allez avoir un point de vue différent. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Listen. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. Le prof Caron est avec nous autres. Comment est-ce que va le prof en shape? Ça va super bien, vous autres? Yes, toujours souvent avec nos chums Yann et Frank, puis surtout on te suit sur X où tu es très actif. Avec ta vision de chez toi où tu es au Kazakhstan. Dis donc un peu, comment tu vois tout ce qui se passe en ce moment, prof, avec... parce qu'on a différents sons de cloche quand on est en Amérique. On a le son de cloche de Trump qui, lui, est en train d'essayer de dealer quelque chose avec l'Ukraine à sa manière, aller essayer de dealer de quoi avec la Russie. Il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui semblent vouloir entrer dans la négociation. Des histoires avec l'OTAN, c'est clair. Je pense pas que Trump veut que l'OTAN s'installe en Ukraine dans le deal final. Puis en même temps, on a parallèlement les Européens qui voient ça d'une telle manière, entre autres la Grande-Bretagne, puis même le Canada anglais qui a plus une position européenne qu'une position américaine. Quelle surprise. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Sur quoi on peut s'accoter qui reste? Parce que hier, Trump disait il est possible que Zelensky soit dans mon bureau la semaine prochaine puis qu'on signe le deal.
Pendant ce temps-là, Poutine en même temps disait, ben écoute, le deal que Trump veut avoir avec l'Ukraine, on pourrait en avoir un semblable, on a des terres rares aussi, on peut shipper de l'aluminium. Donc, on voit que ça parle, mais on a de la misère à savoir si la game qui est racontée publiquement, c'est une game qui est crédible. Toi, tu vois ça comment, tout ce qui se passe? Ouais, je pense que c'est assez crédible. Tout ce qui se dit, surtout de la part de Trump, c'est pas le genre de gars qui a tendance à mentir. Il dit vraiment ce qu'il pense. Puis c'est ce qui nous a habitués depuis toujours. Il fait ce qu'il dit. Puis en fait, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, puis je trouve ça assez étrange parce qu'il n'y a aucun des médias qui a fait le travail. Mais il faut lire les déclarations, les documents de son nouveau secrétaire d'État, Marco Rubio. Tu sais, quand il est passé devant le Sénat à la mi-janvier pour sa confirmation, il a évoqué ça allait être quoi la politique étrangère de Trump pendant les 4 prochaines années. Puis je veux dire, toutes les réponses se trouvent dans son discours qui fait à peu près une dizaine de minutes, mais j'ai l'impression que personne ne l'a lu. Puis il a dit très clairement, le monde dans lequel on a grandi depuis la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, c'est un monde qui a desservi les États-Unis. Donc, c'est un monde là, ouvert avec des échanges commerciaux, du libre-échange. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les pays qui sont maintenant nos ennemis ont profité de l'ouverture de nos frontières pour pouvoir s'enrichir. Puis, au moment où ils se sont enrichis suffisamment, ils ont fermé leurs frontières, puis ils ont commencé eux-mêmes à nous imposer des barrières tarifaires. Donc, ils ont tiré profit de notre ouverture, puis au final, c'est en train de jouer contre nous. Fait qu'il dit, à partir de maintenant, il dit la seule chose qui va primer, c'est la satisfaction de l'intérêt national des États-Unis. Puis à chaque fois qu'on va devoir poser un geste, on va se poser les questions suivantes. Est-ce que telle initiative va rendre l'Amérique plus sécuritaire? Est-ce que telle initiative va rendre l'Amérique plus prospère? Puis c'est les seules questions auxquelles on va répondre avant de poser un geste. Puis ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine en ce moment, ça s'inscrit directement dans cette vision-là. C'est une vision hyper réaliste où Trump va tisser des liens, va faire des partenariats avec des pays qui peuvent lui être utiles. Puis c'est la raison pour laquelle il négocie en ce moment en Arabie Saoudite, parce que Mohamed Ben Salman, bon, Trump, sur le plan individuel, sa compagnie a des liens commerciaux en Arabie Saoudite. Il va construire une tour Trump d'une valeur de plusieurs centaines de millions au cours des prochaines années. Ben Salman, le leader de facto de l'Arabie Saoudite, veut placer son pays sur la map. Il y a du pétrole. Puis pendant la guerre, il a fait des deals aussi avec Poutine pour maintenir artificiellement la production de pétrole à des niveaux assez limités, pour pas augmenter la production puis faire baisser le prix du baril, ce qui aurait vraiment fait mal à l'économie russe. Donc, de part et d'autre, les Russes et les Américains, je trouve que Ben Salman, c'est un type qui leur sont utiles. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de négocier là-bas. Puis en plus, Poutine sait très bien qu'il ne se fera pas arrêter par les autorités d'Arabie Saoudite s'il sera là pour aller signer un traité. Est-ce que je peux rajouter aussi le CEO du PIF, donc Aramco, les histoires de golf, puis tous les gros investissements, donc Yassir Roumayan, qu'on a vu plus qu'une fois avec Trump, parce que c'est lui qui est à la tête, entre autres, de Live Golf, là, qui est la ligue qui compétitionne la PGA. Rappelle-toi, quand il est rentré à l'événement de la UFC, il était avec. Tout le monde regardait, il était avec tel gars, mais il y avait 4 personnes. Il y avait Elon Musk, mais celui qui était à côté d'Elon Musk, c'était le Saoudien, qui est un peu le genre de grand patron financier de tous les noms que tu viens de nommer là. Donc, il y a une proximité entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui n'a jamais été aussi grande, là. C'est ça, de part et d'autre, ils sont utiles l'un pour l'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle ils négocient là, puis la raison pour laquelle Trump entretient des partenariats avec l'Arabie Saoudite, puis la raison pour laquelle aussi il ne veut pas entretenir de partenariat avec le Mexique ou le Canada, parce qu'il y a un déficit de la balance commerciale avec le Canada. Puis sur le plan de la sécurité, le Canada ne fait pas sa job. L'Arctique, c'est une zone qui est poreuse. Il y a des bateaux russes et chinois qui sont de passage par là, par le passage du Nord-Ouest. C'est la même chose avec le Panama. La Chine est en train de s'installer là. Donc, le Canada, le Panama, le Mexique, pour les États-Unis, c'est pas des partenaires fiables qui peuvent leur être utiles à l'heure actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous tord la vis, puis il tord la vis au Mexique puis au Panama,
pour nous forcer, puis les forcer à mettre en place des politiques, des gestes qui vont être davantage favorables aux États-Unis. Fait qu'on est en train de revenir, après 30 ans là, d'idéalisme de calinours puis de licorne, on est en train de revenir à ce que les relations internationales ont toujours été, c'est-à-dire des relations entre États qui entretiennent des partenariats simplement pour maximiser leur puissance, pour favoriser leur intérêt national, c'est tout. Fait qu'en ce moment, avec la Russie, ça c'est, on n'en parle pas vraiment, mais la raison pour laquelle aussi Trump voudrait d'une certaine façon réintégrer autant que possible la Russie dans le giron occidental ou en tout cas dans le giron américain. Donc, rétablir les liens diplomatiques, ça a été fait depuis quelques jours, mais recommencer à faire du commerce avec la Russie, ça sert aussi des liens utilitaires. Parce que la plus grande tragédie géopolitique de cette guerre-là depuis 3 ans, ça a été le rapprochement entre la Russie puis la Chine. Ces deux pays-là ont jamais été aussi proches qu'ils le sont depuis 3 ans. Puis le véritable ennemi des États-Unis, c'est pas la Russie, c'est la Chine. Or, la Russie, pour la Chine, ils leur fournissent des terres rares, des ressources naturelles, du pétrole, du gaz naturel. Donc, pour Trump, là, ça renforce ce lien-là, ça renforce la puissance de la Chine. Donc, tout ce qu'il va pouvoir faire pour pouvoir, autant que possible, dissocier la Russie de la Chine, il va poser ces gestes-là parce qu'ultimement, ça va servir ses intérêts nationaux. Mais si depuis 30 ans, vous avez grandi dans un monde de licorne ou divisant entre le bien puis le mal, ben c'est sûr que vous n'êtes pas capable d'accepter que Trump est en train de discuter avec Vladimir Poutine parce que on négocie pas avec le diable incarné. Puis donc c'est ça qui explique la réticence des Européens. Puis dans le Canada anglais, puis aussi au Québec, cette incapacité d'accepter que cette guerre-là va se terminer d'une façon qui sera pas conforme à notre vision du monde. Puis notre vision du monde, c'est Vladimir Poutine puis toute sa gang devrait subir un procès aux Pays-Bas pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Mais ça arrivera pas. La Russie, là, c'est une super puissance. Ça n'arrivera pas. Mais il y a des gens qui se bercent encore de cette illusion-là que si on continue à envoyer des milliards et des milliards de dollars puis encore des chars d'assaut en Ukraine, ça va ultimement se produire. Mais ces gens-là, ils rêvent en couleur. Puis c'est la preuve que ces gens-là vivent dans une espèce de monde complètement idéaliste qui fait fi des réalités du terrain. Puis ça va prendre des années avant que les gens réussissent à sortir de ce monde-là, qui leur fait voir une espèce de réalité, une distorsion de la réalité, qui leur permet pas d'apprécier la véritable nature des relations entre les États. Mais qu'est-ce qui va se passer, prof, avec... Bon, mettons qu'on suppose qu'il y a des signatures, c'est officiellement la fin de la guerre. Qu'est-ce qui va se passer avec l'histoire, là? L'OTAN, les États-Unis, le financement de l'OTAN. On sait que, bon, possiblement qu'il n'y aura pas de base de l'OTAN, mais il va-t-il y avoir des troupes européennes en Ukraine? C'est quoi le plan après la signature? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ben l'OTAN, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Les Américains ont émis une fin de non-recevoir, puis c'est les Américains qui gèrent l'OTAN, donc ça n'arrivera pas. Puis les Américains ont dit aussi qu'il n'y aurait pas de troupes dans une espèce de zone tampon pour assurer un maintien de la paix. Ça n'arrivera pas. Puis Trump l'a dit, la question ukrainienne, c'est une question européenne, puis c'est aux Européens de s'en occuper. Donc, les Européens qui ont absolument rien fait depuis 30 ans pour s'armer, parce qu'ils se sont fiés sur la toute-puissance américaine. Puis on a vu là, leur insuffisance depuis 3 ans. Ils étaient incapables de fournir des chars d'assaut, des avions, ou même des obus. Ça, c'est la résultante de 30 ans d'idéalisme en se disant c'est la paix éternelle, la guerre, on n'en aura plus. Ils vont être aujourd'hui obligés de commencer à investir comme ils doivent investir dans leur système de défense, puis envoyer des troupes sur le terrain dans cette zone tampon-là, parce qu'il n'y aura pas de paix. Je pense pas qu'il va y avoir une paix. Je pense qu'il va y avoir un cessez-le-feu. Ça va être un scénario comme la Corée ou Chypre dans les années 70. Ça va être une paix durable, puis il va y avoir une espèce de zone tampon. Puis ça va être aux Européens maintenant d'assurer la défense de l'Ukraine pour toute potentielle autre invasion russe. Mais le problème, c'est que si les États-Unis se retirent de la défense européenne, les Européens viennent perdre aussi leur bouclier nucléaire. Leur bouclier nucléaire, c'était le bouclier américain. Ils disaient toujours, si la Russie envahit la Pologne ou un des 3 pays baltes, les Américains vont venir nous défendre.
Trump, ce qu'il est en train de dire aux Européens, c'est que ça se produira pas, là. You're on your own, buddies, là. Vous allez devoir là, vous défendre vous-même si la Russie décide de vous envahir. Maintenant, la question, c'est quel pays européen peut maintenant servir de bouclier nucléaire pour assurer la protection du territoire européen? Puis le seul pays qui a une utilisation de nucléaire indépendante des États-Unis, ben, c'est la France. C'est Emmanuel Macron. T'sais, on s'entend-tu que la balloune est dégonflée là, en termes de défense du continent européen? Je veux dire, la France n'a même pas 200 chars d'assaut pour assurer la défense de son territoire. Ils ont une force armée minime, puis ils seraient essentiellement capables, au maximum, s'ils devaient envoyer des troupes en Ukraine, au maximum une brigade, là, 5-6 000 hommes. Donc, je veux dire, les Européens sont mal baisés là, dans cette situation-là. Ils doivent maintenant assurer eux-mêmes la défense de leur territoire sans le secours des Américains. Puis le fait est qu'ils sont tout simplement pas prêts pour assurer la défense du territoire européen. Puis c'est ce que Trump leur reproche. Pendant son premier mandat, il dit, vous devez investir au moins le 2% que vous avez promis d'investir en vous joignant à l'OTAN. Vous le faites pas. Vous vivez à notre crochet. Puis là, il va falloir que ça se termine. Fait qu'à quelque part, pour Trump, la guerre en Ukraine, ça sert ses intérêts parce qu'il peut maintenant se dissocier du territoire européen puis leur dire, ben là, maintenant, là, c'est votre bébelle à régler. Puis vous allez devoir investir ce que vous avez promis d'investir puis ce que vous avez jamais fait. Prof, Puis, j'essaie de comprendre, au-delà de tout ce qui se passe au niveau des relations entre les différents intervenants de ce conflit-là, il y a quand même des joueurs, comme tu le dis, chacun a des intérêts particuliers là-dedans. Entre autres, je sens que, parce que, tu sais, d'un côté, on écoute les nouvelles, on a l'impression que Trump veut vraiment la paix. Il veut, puis ça on le sait depuis longtemps, là, on sait que c'est pas un pro-guerre, donc il ne fait pas partie des wargoers qu'on est habitués de voir habituellement. C'est quelqu'un qui aime plus la paix, il aime les échanges commerciaux, etc., il aime les deals. De notre côté, assez surprenant, on est très pro-guerre, ce que le Canada n'a jamais vraiment été. Là, on est, les Québécois, je parle même pas juste les dirigeants, pas juste les médias, les Québécois semblent très pro-guerre. Ils ont choisi leur clan. Ils sont encore une fois autant Ukraine qu'ils étaient il y a 3 ans. Là, ça a été ravivé par les positions de Trump dans les derniers jours. Donc là, on a même le premier ministre qui est sorti hier, il a fait une déclaration officielle pro-Ukraine. Mélanie Joly s'en va quelque part en Europe, elle s'en va faire une déclaration. Ensuite, on a eu notre premier ministre qui, en principe, plus premier ministre, mais qui l'est encore, qui était à Kiev, en train d'annoncer des choses qu'on n'a probablement pas pour nous autres au Canada. Donc, plus de chars, plus de détecteurs de je ne sais pas trop là, pour les F-16. Même chose également pour les simulateurs qui devraient arriver dans quelques mois. Donc, encore une fois, des centaines de millions, on parle même de 5 milliards de dollars de plus qui seraient dirigés vers l'Ukraine. Oui, il y a des gens qui sont contre au Canada. On peut les voir sur X, on peut les voir dans les médias sociaux. Mais en général, dans la population, les gens ont fait leur lit. C'est pro-Ukraine. C'est pro-Ukraine. Et quand on parle de deal avec les Russes ou de deal avec l'Ukraine, il n'y a rien qui marche. Ah, l'Ukraine, ils veulent les écraser, ils veulent partir avec leurs ressources premières, les maudits Américains. Ah oui, on sait bien, il veut s'entendre avec la Russie. C'est son ami, c'est des chums, c'est deux pareils, c'est deux autoritaires. Donc, il y a des gens qui ont soif de guerre pour des raisons qui ne sont probablement pas les mêmes, mais je pense que dans l'histoire du conflit entre le Canada et les États-Unis au niveau des échanges et au niveau des tarifs, il semble y avoir une volonté au Canada que cette guerre-là se poursuive parce que ça fait comme établir clairement qui sont les bons et qui sont les méchants. Est-ce qu'il y a un mélange entre tout ce que je dis là? Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe entre nous et les États-Unis et cette volonté de voir la guerre se poursuivre? Mais c'est ça, mais c'est comme ça depuis 30 ans. On est dans le camp du bien, on a remporté la guerre froide, on s'est fait dire depuis 30 ans que nos valeurs, c'était la fin de l'histoire, elles allaient prédominer puis s'imposer sur le reste de la planète, puis qu'il y aurait plus d'opposition à toutes ces valeurs-là. On en est venu à croire sincèrement que c'était le cas. Puis là, on est dans une chimère, dans un monde là qui est complètement irrationnel. J'y reviendrai, on est dans un monde qui est complètement irrationnel, qui nous a fait perdre là, la capacité d'analyser les choses telles qu'elles sont. On s'imagine un monde tel qu'il devrait être, alors que ça n'a jamais été le cas. On doit s'imaginer le monde tel qu'il est, puis faire avec.
c'est un monde où il y a des brutes. Il n'y a pas de gendarme international. Les casques bleus, c'est pas une force armée, là. Il n'y a pas de gendarmes internationaux. Les relations internationales, ça a toujours été, à quelque part, la loi du plus fort, puis c'est les intérêts des États qui priment sur n'importe quelle autre considération. Puis preuve qu'on est irrationnel dans ce conflit-là, puis que les Russes, puis les Américains, mais surtout les Russes, ont fait preuve d'une très grande rationalité. Souvenez-vous, il y a 3 ans, Vladimir Poutine lance son attaque qui échoue, était incapable de prendre Kiev. Ses forces armées là, ont commencé à piétiner. Puis après 1 mois, il a décidé de retirer ses troupes de la région de Kiev, puis il les a redéployées dans le Donbass. Donc, Poutine, à ce moment-là, a compris que son plan initial avait échoué, qu'il devait revoir ses objectifs et adapter sa stratégie en conséquence. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, je vous pose la question, c'est quoi l'objectif de l'Occident dans ce conflit-là? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Vous posez la question aux gens dans la rue, les gens vont dire « Ah, c'est juste de la haine de Poutine. C'est juste de la haine de Poutine. » C'est ça. Le fond de ça, c'est Poutine. Exact. C'est ça. Puis l'Ukraine, ils se défendent, donc c'est le principe de la légitime défense, puis on doit les appuyer. D'accord. L'Ukraine est un peu, mais l'Ukraine est un peu utilisée là-dedans. Là. On s'entend, là, on utilise l'Ukraine parce que ce nouveau lien d'amitié et d'affection pour l'Ukraine est un peu bizarre, là. On ne sait pas d'où ça part, mais on sait une chose, c'est qu'il y a une haine sur Poutine, alors qu'il y a peut-être 10 ans, Poutine, on voulait être amis avec, mais là, depuis qu'est arrivé le premier mandat de Trump, on a toujours fait un lien entre les deux, on a toujours essayé de coller les deux ensemble, puis là, c'est à tout prix, même si ça prend 500 000 morts dans le camp des Ukrainiens, si on est capable de graffiner Poutine, c'est ça qu'on veut. C'est ce que la morale exige. Il faut renverser Poutine à tout prix. Puis de toute façon, vous l'avez vu il y a quelques jours, même Normand Lester là, qui écrivait que Poutine, Trump plutôt, c'était un espion russe. Là, on est rendu là, dans des degrés d'imbécilité comme ça qui font absolument plus de sens. Les gens ont complètement perdu la map. Là. Mais tu sais, c'est ça, vous demandez aux gens, mais c'est quoi les objectifs de cette guerre-là? C'est renverser Poutine, puis il faut appuyer Zelensky parce que c'est un bon gars, puis il défend son pays. OK, d'accord. Ça, c'est votre objectif, renverser Poutine. Votre objectif est-il réalisable? Absolument pas. Mais de toute façon, mais c'est quoi votre stratégie? C'est d'envoyer des chars pêle-mêle, un peu d'artillerie, des avions. Mais est-ce que ça va réellement contribuer à renverser le régime russe? Donc, on a des objectifs complètement flous, irrationnels, inatteignables, puis on a une stratégie qui est absolument pas adaptée à cette espèce de pseudo-objectif qu'on cherche. Est-ce que je peux rajouter un peu adolescent, un peu enfantin? T'sais, on voit cette semaine, Trump arrive avec une idée de comment régler le conflit. Comme tu dis, il n'y a pas de bullshit. Il en parle ouvertement. Trump parle beaucoup. Donc, beaucoup. Il ne cache pas grand-chose. Donc là, on a un peu le plan devant nous autres. Et juste parce que Trump veut la paix, ben nous autres, on veut la guerre. Si Trump voulait la guerre, on voudrait la paix. C'est un peu enfantin, nos positions, là. Oui. Ben oui, parce que Trump, maintenant, c'est devenu un gros pas fin. C'est un gros méchant. Parce il fait preuve de réalisme, puis il veut mettre fin à cette guerre-là, mais on ne peut pas mettre fin à cette guerre-là tant aussi longtemps qu'on n'a pas atteint notre objectif, qui est le renversement de Poutine. Or, la Russie va ressortir renforcée de ce conflit-là, puis ça, on est incapable de l'accepter. Donc, on est des adolescents là, qui veulent une autre pointe de gâteau, puis nos parents, ils nous la refusent, puis là, on se met à pleurer dans le coin en se disant, ben, plus on va pleurer, plus ça va peut-être changer la décision de nos parents. Ah, c'est pas le cas du tout, là. On va aller se coucher le ventre creux, là. Puis c'est ce qui va arriver dans ce conflit-là. Ça va être une incapacité. Oui, vas-y, excuse. Ça va être une incapacité d'accepter la réalité. Puis là, j'écoute, puis ça, c'est pas juste au Canada. J'écoutais hier un débat, 4 personnes qui pensent exactement la même chose sur la télévision française, organisée par le Sénat français. Puis il y avait honnêtement, les intervenants disaient tous que c'est l'Ukraine qui sort renforcée de ce conflit-là et c'est la Russie qui sort diminuée de ce conflit-là. Je veux dire, sur quelle planète est-ce que ces gens-là vivent pour dire une chose pareille? Mais c'est très juvénile, c'est cette incapacité d'accepter qu'on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait obtenir, puis on n'est pas capable de passer à autre chose, là. Donc, on va continuer à envoyer des milliards et des milliards, on va continuer à envoyer de l'armement en Ukraine en pure perte. Ça va juste augmenter la corruption,
parce que ça, on le Ouais. sait, là, le ministre polonais des Affaires étrangères a affirmé il y a quelques mois, c'était son estimation, il n'y avait pas de preuve à l'appui, mais son estimation, c'était qu'entre 30 et 50% de l'argent qui a été envoyé en Ukraine a été détourné, n'a pas réellement Hey! servi à l'effort de guerre. Donc, on va tout simplement continuer à alimenter cette corruption-là. Puis, si on veut continuer à tout prix cette guerre-là, on va condamner encore des milliers et des milliers d'hommes, de jeunes hommes ukrainiens, à aller se faire tuer ou à aller se faire estropier dans des tranchées pour absolument rien, là. Parce que l'Ukraine, sur le plan militaire, a perdu la guerre, là. L'Ukraine recule. Ils sont incapables de mobiliser des nouveaux combattants. Puis ça, plus ils continuent la guerre, plus ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de leur nation. Parce que là, la pyramide démographique en Ukraine est Exact. complètement fuckée, là. Ouais. Tu sais, Combien tout ce vont qui va revenir, rester- d'après toi? Combien sur les 6 millions qui ont quitté pour un peu partout dans le monde, combien vont revenir à peu près? C'est quoi? C'est peut-être 25-30%? Les autres vont se faire une vie ailleurs? Ils vont... ou il y en a Parce que plus? je pense que ça a déjà commencé. En fait, les personnes qui ont quitté l'Ukraine, c'est les femmes. OK. Donc, les femmes qui ont quitté l'Ukraine depuis 3 ans, on peut s'imaginer qu'il y en a beaucoup qui ont déjà recommencé à se refaire une nouvelle vie. Elles se sont remariées, elles ont obtenu des emplois, elles ont eu le temps d'apprendre la langue locale dans le pays où elles se trouvent. Donc, puis pourquoi est-ce que ultimement elles voudraient retourner dans un pays qui est détruit, là, Ouais. où il n'y a pas d'économie? Tu sais, je veux dire, elle touche probablement plus en aide sociale des gouvernements européens qu'elle gagnerait si elle avait un emploi à temps plein en Ukraine, là. Mhm. Donc, vous avez à quelque part, les ventres, donc les jeunes femmes en âge de se marier puis d'avoir des enfants, donc les ventres ukrainiens, vous en avez 6 millions qui rentreront pas en Ukraine. Les jeunes hommes, on ne sait pas exactement combien d'hommes ont été tués pendant ce conflit-là, mais blessés, tués de part et d'autre, ça se compte en plusieurs centaines de milliers. Donc, vous avez les forces vives, une grosse partie des forces vives des travailleurs ukrainiens qui ont été tués, qui sont blessés ou qui Quel vont désastre! être mentalement C'est un scrappés, ils désastre. sont jamais Mais capables quel d'avoir une vie désastre! Quel désastre quand on y normale. pense! Donc, c'est une Quel- population qui est vieillissante. Vous regardez la courbe démographique de l'Ukraine, c'est un pays en ce moment qui est hypothéqué pour les 100 prochaines années. Wow. Ça n'a Donc, pas de sens. plus ils continuent le combat, plus ils sont en train de creuser la tombe même de l'État ukrainien. Qu'est-ce qui va arriver de Zelensky là-dedans? Qu'est-ce qui va arriver de lui? Parce qu'il semble un peu mis en boîte en ce moment-là. Tu sais, je veux dire, cette déclaration d'en fin de semaine est un peu spéciale, d'ailleurs, la semaine passée, là, où il a dit écoutez, je suis prêt à démissionner si c'est moi le problème. En échange, j'avais juste à officialiser l'arrivée de l'Ukraine dans l'OTAN. Puis à ce moment-là, ben, je vais aller vivre ailleurs, vous ferez ce que vous voudrez. Mais moi, je vais avoir atteint mon objectif. Mais à part ça, je veux dire, il est un peu pris, là. Donc là, il y a une offre de négocier et de s'entendre avec Trump sur... Parce que Trump, lui, veut se faire rembourser les Ah oui. centaines de milliards qui ont été investis dans la guerre. Il dit, on pourrait partir un partenariat, on va avoir accès à tes terres, on va t'aider à sortir tout ça de là, on va emmener les compagnies américaines, on va faire des partenariats, puis tu vas gagner, puis je vais gagner, je vais récupérer mes dollars que j'ai mis. Donc C'est là, un gage de lui, sécurité aussi. Quand Oui. ils pensent, c'est un gage de sécurité. Si l'économie américaine, les compagnies privées vont investir en Ukraine, ben les Américains, même si officiellement ils n'ont pas des troupes sur le terrain, ils seront pas super chaleureux à l'idée de voir la Russie réattaquer à nouveau dans 5 ou 6 ans si ça leur fait perdre des millions et des millions de dollars en investissement. Fait que ça, cet investissement-là, c'est en quelque sorte un gage de sécurité pour l'Ukraine. Pas le gage de sécurité que Zelensky veut avoir, mais ça reste un gage de sécurité. Maintenant, le problème avec Zelensky puis Trump, le lien de confiance est rompu parce que il y a à peu près une semaine de ça, avec J.D. Vance puis Marco Rubio, il était au téléphone, et Trump a expliqué cette deal-là. On aimerait ça faire des joint ventures avec vous en Ukraine, puis exploiter les ressources naturelles, les terres rares. Et la réponse de Zelensky a été, écoute, je peux pas prendre la décision par moi-même, c'est une décision qui relève du Parlement, donc je dois consulter les parlementaires. Bon. Trump et compagnie ont dit, bon ben d'accord, si c'est la procédure dans ton pays, suis ta procédure, puis tu nous reviendras avec une décision. 2 jours après, publiquement, Zelensky dit « Ouais, Trump, il m'a proposé ça au téléphone, puis j'ai dit que c'était hors de question, puis j'allais pas donner les ressources naturelles de mon pays comme ça au premier venu. » Ben, Trump, là, c'est un gars qui est à fleur de peau, puis il pardonne pas des trahisons comme celle-là. Donc, lorsque Zelensky lui a menti publiquement comme ça,
ben, le lien de confiance a été rompu. Puis c'est à partir de là qu'il a traité de dictateur, puis qu'il y avait un taux d'approbation d'à peine 4%, etc., etc. Donc, ça a été la colère typique de Trump qui a été insulté par un individu qui lui a menti en pleine face. Donc, mais comme les Américains se retirent en quelque sorte du conflit, ils vont avoir moins leur mot à dire sur la suite des choses. Par contre, pour Zelensky, il y a beaucoup de nationalistes ukrainiens qui veulent continuer le combat à tout prix. Eux autres, là, hors de question de déposer les armes tant aussi longtemps que l'entièreté des territoires conquis n'auront pas été libérés, ce qui inclut aussi la Crimée. Donc, toute concession territoriale, c'est un crime de haute trahison. Donc, dans une situation comme celle-là, puis ça s'est produit dans le passé, si Zelensky signe une paix ou un cessez-le-feu qui en viendrait à amputer à peu près 20 parties de son territoire, donc confirmer les gains territoriaux de la Russie dans l'est de l'Ukraine, je ne serais pas surpris qu'un élément hyper nationaliste ukrainien en vienne à l'assassiner. Comme ça a été le cas dans les années 90 en Israël, Yitzhak Rabin avait signé les accords d'Oslo avec Yasser Arafat, qui essentiellement divisait, c'était le partage de Jérusalem entre les Palestiniens puis les Israéliens. Puis quelques jours après, un nationaliste israélien qui était incapable d'accepter le partage de Jérusalem a assassiné Yitzhak Rabin en pleine rue. Donc, moi, je ne serais pas surpris s'il signe une paix comme celle-là qui confirme le morcellement, la partition territoriale de son pays. Moi, je ne serais pas surpris, malheureusement pour lui, là, je souhaite la mort de personne, mais je ne serais pas surpris que ça puisse se produire. OK, plus de Prof Caron. On a une autre 40 minutes avec lui sur la version Prime. Wow, toute une fin. Zelensky, bye-bye. On a la boîte avec Jerry qui suit dans les prochaines minutes. Radio Pirate. RadioPirate.com. JeffFillion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Tadam. Petite boîte, Jerry. Une petite boîte. Il y a une petite boîte. Êtes-vous propriétaire de Bitcoin? Ouais, ben j'ai des affaires parallèles à ça, là, mais... Oui, tu as des ETF, là, des fonds négociés en bourse. D'après moi, je mange mes bas, là. Oui, ben c'est normal. Puis le Bitcoin, il est à quoi? Il est à 86 000 au moment où on se parle là. Donc, on est à peu près quoi au niveau du mois de novembre? Le Bitcoin a fait une méchante ride, là. Puis, non, il a fait toute une ride. Quoi? Plus 60% en 4 mois. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a une prise de profit, en partie. Il manque... Des fois, comment dire, l'investisseur ou le baisse d'intérêt ou va voir ailleurs. Quand ça taponne aussi, parce que le Bitcoin a taponné pas mal. Puis les gens... Il y a du monde qui sont dans le Bitcoin pour longtemps, très longtemps, pour le futur. Le futur lointain, moyen, long terme, puis on s'en va avec ça. Puis regarde, on l'embarque dans le raid, puis on s'en va avec ça. Puis il nous parle que le Bitcoin va valoir 200 000, puis Bitcoin va monter à 300 000 dans 5 ans. Puis, il y en a qui sont là pour longtemps. Il y en a d'autres qui ne sont pas là pour longtemps. Les autres, ils veulent cacher, ils veulent faire des passes. Ils veulent le swinguer. Mais swinguer, il ne veut pas. On l'a vu là, dans les dernières semaines. Le Bitcoin taponnait entre 92 et 100 000 à peu près. Là. Il taponnait là-dedans. Longtemps, là, plusieurs semaines. Là. À un moment donné, il y a du monde qui se tanne. Je vais mettre mon argent ailleurs, je vais aller ailleurs. Bien, là, ça fait une pression à la baisse. Il y a moins d'acheteurs. Bien, c'est ça que ça donne. Fait que c'est une genre de prise de profit. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est le support. Le support, je pense... Parce que je ne suis pas allé voir mes graphiques, mes graphiques personnels. Là. Je suis allé voir un graphique on va dire, normal, entre parenthèses. Le support, d'après moi, il est dans le coin de 82 000. 82 000, là, toujours en US. Là. Je pense que le support dans le coin de... Il était à 86 présentement. Support dans le coin de 82. À 82, là, c'était pas de Bitcoin, là. À 82, je pense que c'est le temps d'embarquer, là. Puis on se répète, on ne fait pas de recommandation d'achat, mais c'est comme ça. Hey, la Caisse de dépôt, ils ont fait un achat. La Caisse de dépôt a acheté Inergex. Inergex, basé où? À Longueuil. Donc, c'est une compagnie qui est
C'est quand même 1 milliard, un peu plus qu'1 milliard de revenus. Là. C'est une assez grosse compagnie quand même. Les autres, ils ont des centrales éoliennes, des tourniquettes. Ils ont 35, comment dire, je dis centrales, 35 bases d'éoliennes, pas d'éoliennes en tant que telles, des terrains avec des éoliennes. Ils ont 9 centrales solaires, dont des parcs pour l'énergie solaire. Ils ont des kits pour entreposer aussi de l'énergie. Ils ont des petites centrales hydroélectriques. C'est une compagnie d'énergie renouvelable. Et la Caisse de dépôt a décidé. Il était déjà actionnaire, eux autres, la Caisse. Je pense qu'il y avait genre 15 ou 20 là, je vois de mémoire comme ça. Donc, la Caisse décide d'acheter et faire ce move-là. Donc, ceux qui sont dans ces actions-là, il y avait closé dans le coin de 8 piastres et 75 hier. Là, l'offre est à 13,78 par la Caisse de dépôt. Mais c'est ça. C'est Legault qui sort. Legault, il arrive, il dit, lui, il est content, Legault. Lui, il est-tu content? Moi, je suis content. Legault, il est content. Mais lui, ça arrête. Il est content. Mais lui, ce qu'il veut dire au monde, là, comment il est content, c'est la protection des chefs sociaux. Lui, là, tout ce qui l'intéresse, parce que cette compagnie-là, elle n'ira pas aux États-Unis. Elle n'ira pas ailleurs. Le siège social va rester à Longueuil. Là, il est content de ça. Il est content de ça. Est-ce que c'est un bon move ou un mauvais move de la Caisse? Je l'ignore totalement. Je sais que la compagnie, je suis allé voir un peu les chiffres, grosso modo, ils ne font pas une tonne de profit. C'est sûr qu'ils sont en développement présentement, mais du point de vue profit, c'est pas très, très fort. Ça va peut-être l'être dans l'avenir. En ce moment, c'est pas très fort, mais quand même, est-ce que c'est un bon move pour le futur? Peut-être. Donc, c'est un move, la Caisse de dépôt. C'est quand même un assez gros move. Ça, c'est une histoire. Là, je vois, il y a un peu de... Pas de potinage, mais il y a une affaire spéciale là-dedans. OK? Je vous raconte l'histoire. Ça se passe en Saskatchewan. Il y a un côté un peu philosophique. Ça, ils s'en vont en Cour suprême par rapport à ce cas-là. Un cas spécial. Il y a 2 entreprises, je vous mets ça, il y a 2 entreprises. Des entreprises agricoles, on est en Saskatchewan. Donc, il y a une compagnie qui produit du lin. Le lin, c'est le céréal, là, le lin, donc qui sert pour les vêtements. Le lin aussi, je pense que les graines de lin servent pour faire de l'huile ou des affaires. Là. Donc, la compagnie produit du lin. Donc, ils ont une cargaison de lin. Et là, il y a une autre compagnie qui, eux autres, achètent la cargaison de lin. Donc, un vendeur, un acheteur. À un moment donné, entre les deux, mauvaise communication. On va dire, on t'envoie la cargaison, telle affaire, envoie un email, l'autre compagnie ne répond pas, telle patente. À un moment donné, il envoie un message texte avec une photo du contrat. OK? Puis il dit, veuillez confirmer le contrat. Et la deuxième partie envoie un pouce en l'air. En faites-vous, vous autres, des pouces en l'air? Moi, je fais beaucoup de pouces en l'air. Puis le pouce en l'air, c'est comme un genre de hockey. Jeff, il m'envoie quelque chose, pouce en l'air. C'est-à-dire que je t'ai vu, puis OK, pouce en l'air. On fait plein de pouces en l'air. On fait des pouces en l'air à journée longue. Là, la compagnie, elle a fait un genre de pouce en l'air. Mais ça veut dire, oui, envoie-moi la cargaison. C'est ça que ça voulait dire. Mais ils n'ont pas reçu le stock. Le stock a été vendu ailleurs. Mais là, eux autres, cette compagnie-là, ils disaient, t'as peu, là. Nous autres, c'est notre stock. On t'a dit qu'on voulait l'avoir, la cargaison. Les autres, ils ont dit, ben là, un pouce en l'air, c'est pas une signature, là. Est-ce qu'un pouce en l'air, c'est une signature? Ben, ce cas-là va possiblement aller en Cour suprême pour dire, est-ce que quand tu réponds avec un emoji, est-ce que ça veut dire quelque chose, oui ou non? Est-ce que ça a une valeur, oui ou non? C'est intéressant, cette histoire-là. Là. Parce que
Ça jase beaucoup en Saskatchewan, là, l'histoire du emoji, du pouce en l'air. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire, si on, tu sais, dans notre quotidien, on dit, on envoie un pouce en l'air. Là, tu m'as envoyé un pouce en l'air, ça veut dire OK. Oh oui, mais là, ça voulait dire OK, mais pas plus que ça. Mais là, c'est une question de business. Comprends-tu? Donc, est-ce que le pouce en l'air veut dire oui pour vrai? Ça va aller en Cour suprême, cette histoire-là. J'ai trouvé cette histoire-là un peu spéciale, mais c'est quand même capoté. L'autre affaire, ça c'est capoté. Là. On le sait aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe depuis un bout. On parle de... c'est un problème. On va dire un problème. L'histoire des œufs. Là. Okay? L'histoire des œufs aux États-Unis, c'est un problème assez... c'est quoi, c'est... Puis quand j'ai vu le chiffre, j'ai complètement capoté. Parce qu'il y a le premier chiffre. Novembre et décembre. OK? C'est 17 millions d'oiseaux, poules, qui ont été éliminés aux États-Unis. Novembre et décembre. Capoté. C'est combien de poissons? De poussins? C'est 17 millions. Et si moi. T'as peu. Depuis 2022, donc, puisque la grippe aviaire, tu sais, la grippe, elle s'est promenée un petit peu. Depuis 2022, c'est 140 millions d'oiseaux. On dit oiseaux, là, on dit poules pondeuses, ou appelez-les comme vous voulez, qui ont été éliminés. 140 millions. C'est complètement sauté, là. Donc, l'histoire de la grippe aviaire, ben, le problème qu'on a, c'est qu'il faut isoler la ferme, le poulailler. Faut que tu isoles ça au plus sacrant. Puis, la maladie en tant que telle, ben, elle va s'estomper parce que tu as comme isolé la place. Puis là, tu fais le ménage des oiseaux, goodbye. Tu les élimines, tu les gaz. Puis tu fais le ménage de la place, puis tu repars ton histoire. Puis là, aux États-Unis, on sait qu'il y a un problème d'œuf. Mais là, le problème d'œuf est de moins en moins... Ça se règle tranquillement pas vite. Oui, il y a des nouveaux œufs américains sur le marché. Mais j'ai fait un saut quand j'ai vu ça. Les œufs, ils arrivent d'où? Les œufs arrivent de Turquie. C'est des millions. C'est temporairement, là, OK? C'est 420 millions d'œufs qui sont rentrés aux États-Unis pour mettre ces tablettes. Donc, si tu vas aux États-Unis, tu vas t'acheter des œufs. Il y a des grandes chances que ce soit des œufs. C'est pas grave, là, mais ce soit des œufs qui viennent de la Turquie. Est-ce qu'il y a des œufs québécois là-dedans? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Parce que c'est une opportunité, quand même à côté. Là. Ben oui. Est-ce que notre système d'offres et demandes nous permet d'envoyer des œufs québécois aux États? Moi, je pense pas. Parce que ceux qui font des œufs ont une quantité, ils ont un quota à faire. Ah. Ils ne peuvent pas en faire plus. Et là, l'histoire. Wow. Parce que moi, je pense qu'ils ne peuvent pas en faire plus. J'en suis convaincu. Là. Un peu comme le lait. Le lait, quand il y en a trop de lait, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent. Voilà. Mais c'est ça, la gestion de l'offre. Donc, moi, je pense que les œufs, c'est la même histoire. Ils ont un quota. Quelqu'un qui fait des œufs, il a un quota. Il y a peut-être une petite balance. OK. Il arrive de quoi avec l'industrie laitière américaine? Et il y a une diminution de la production d'à peu près 10 à 15 % de la quantité de lait habituelle à cause de ce problème-là. Tu es en train de me dire qu'à cause de la gestion de l'offre, on ne pourrait pas envoyer le lait supplémentaire qu'on produit, parce qu'on a déjà nos vaches, là, je comprends qu'il y a des quotas, puis il y a des histoires, mais mettons qu'il y a du lait de disponible. Oui. Au lieu de le jeter, on pourrait l'envoyer aux États pour compenser le manque de leur production de leur côté. On ne pourrait pas faire ça. Je ne pense pas. Wow. Ben, si les Américains, en ce moment... Disons, on est des anti-quotas, anti-tarifs et anti-taxes, c'est ça que je pense? Ouais. C'est ça que j'ai compris, là? Mais moi, être un producteur d'œufs québécois, canadien, puis de savoir qu'il y a 420 millions de cocos qui arrivent de Turquie,
Mais ça prouve qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas dans le bâton. Mais il y a quelque chose qui marche pas dans la patente zéro, là. Voyons donc. Hey, les greens sont où? Non, mais les gens, les greens, les gens du climat, puis du pétrole, puis... Parce que ça arrive par quoi, là? Ça arrive par avion, ça arrive par bateau, ça arrive comment, ça? Moi, je dis que ça arrive par avion. Par avion, parce que ça soit fresh. Oui, c'est ça. Moi, je dis que ça arrive par avion. OK, donc les avions... Parce que la Turquie, c'est drôle, hein, parce que c'est la Turquie et les Pays-Bas, c'est deux très gros exportateurs d'œufs pour un peu partout en Europe. Et, telle affaire. Et là, les Américains, eux autres, je l'invente pas une nouvelle, elle est sur CNN. Là. CNN, c'est vrai ça, CNN? CNN, c'est vrai ça? Donc, supposons que le gros centre de distribution de Walmart pour le fresh est dans l'État de New York. Oui. Si, mettons, on a des producteurs québécois qui ont des œufs à produire, puis ils disent, regarde, on est capable d'en prendre. Vous voulez combien? On est capable de produire. On donne une claque à la tête de la poule, elle va nous en donner une coupe par jour de plus. Mettons qu'on est capable de faire des millions d'œufs de plus par jour. Exactement. Nous autres, mettons que quelqu'un qui a un poulailler, pour les. Puis il y a de la place pour avoir plus de poules. Okay, donc, les boys sautent dans le camion, amènent le 53 pieds bourré d'œufs réfrigérés, s'en vont à partir de la Montérégie, s'en vont dans le coin de New York. Ça prend quoi? 7 heures, 7h30, 8 heures. On a pris un petit peu de diesel. On s'est pogné un café au garage. On a pris un petit sandwich. On a mangé des petits fruits en roulant, des petites noix. C'est ça. Donc ça, c'est pas mal plus green que pogner le gros jumbo jet qui arrive de la Turquie, là. Je pense pas que ça prend 2 semaines de traverser le bateau avec des œufs. Là. Moi, je dis que ça arrive par avion, ça. Là. Ça, j'en suis convaincu. Donc le jet fuel, ça en prend pas mal, là. Donc c'est pas très green. Donc, des fois, on est hyper green sur des assigniaiseries. Des fois, il y aurait des affaires. C'est comme le silence. Comme le silence, parce que là, OK, ouais, si on dit que là, ça scrape l'autre affaire. Donc, finalement, on est green juste que ça nous tente, là. Gang de casseurs. Ça ressemble à ça pas mal. En parlant de H5N1, parce que la H5N1, c'est la grippe aviaire, ça, c'est la grippe du chicken. Il y a une ferme présentement à Saint-Jean-de-Mata qui a eu une éclosion et ils ont comme fait une espèce de barrière, autrement dit, autour de la ferme, là, parce que là, ils vont régler le problème. Ça, il faut que tu sois très rapide pour ça. C'est sûr qu'il y a un cas. Donc, dans ce temps-là, ça veut dire que tous les poulets sont merci, bonsoir? C'est merci, bonsoir, toute la gang. Ils sont en quarantaine, les poulets, goodbye. Donc, en ce moment, il y a un cas à Saint-Jean-de-Mata. Donc, mais la face, c'est qu'il faut pas que ça. C'est-à-dire, faut pas que ça se promène. C'est sûr que ça se promène un peu comme la grippe. D'une manière, ça se promène, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes la patente. Mais là, allez, vous irez voir le stock en bourse de Cal-Maine Foods. OK? CALM. C'est le Nasdaq. Quand il y a eu la crise, le stock, là, il a passé de 60 à 120. Le stock a doublé en bourse. Ça, c'est un très, très gros producteur d'œufs du Missouri. Part de 60 $ à 120 $. Le stock a doublé. Là. C'est pas un stock techno. Là. Ils vendent des œufs. Imaginez-vous. Là. Des poulaillers. Là. Le stock a doublé en bourse, puis là, le stock, il a recraché. La raison, c'est quoi? Non, les œufs aux États-Unis, il y a encore le même problème. C'est moins pire que c'était. Pourquoi? Les cocos qui arrivent de Turquie. C'est pour ça que le stock de Cal-Maine, dans son moment, est en train de recracher. Pourquoi? Parce que la raid est finie. Les cocos arrivent de Turquie. C'est-tu beau la bourse? C'est incroyable. Oui. C'est capoté. Hey, je suis tombé là-dessus. Regarde, c'est Gatineau, la ville de Gatineau. Là, la face, c'est que la chambre de commerce de Gatineau, là, la chambre de commerce, des commerçants. La chambre de commerce et les commerçants. Chambre de commerce, moi, des fois, je ne suis pas trop chum avec eux autres. Les commerçants, je suis très, très chum avec eux autres. Mais là, la face, c'est que la ville a envoyé des comptes de taxes. Oh. Et là, la face, c'est que là, il y a des nouveaux
il y a comme des hausses de taxes pour les parkings, pour les stationnements. Donc, il y a des commerces qui ont vu des hausses de taxes commerciales de 30 % d'augmentation. Ouais, c'est bon. Non, Jeff, Calice. à Gatineau, le monde, il braille. À Gatineau, le monde braille. Le monde qui a des commerces, il capote. Des pharmacies, des restaurants, du monde qui ont du parking. Il y a du monde qui ont du parking. Là, la chambre de commerce est poignée là-dedans. Puis là, ils veulent se débattre. Puis là, la foire est poignée à Gatineau. Compte de taxes d'augmentation de 30 %. Comment veux-tu avoir? Pense à ça 2 secondes. Tu as une entreprise, tu as une business. Moi, j'ai une pharmacie. Ouais, mais les gens qui ont des entreprises au Québec et au Canada, c'est vu comme un mal nécessaire. C'est vu comme... Mais ils sont faits forts. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que la machine voit le commerce et les PME comme des ennemis. Donc, eux autres, ils vont tout faire pour les écœurer. Ils vont tout faire. Je ne sais pas c'est quoi cette mentalité-là. Avant, c'était le contraire. Tu disais, hey, créateur d'emplois, créateur d'économie, créateur de ci, créateur de ça. Il faut tout faire pour ne pas le charger trop cher, pour pas qu'il refile ça au client. Là, il n'y a plus cette gêne-là, zéro. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Donc, mettons que dans le cours du petit mall, il y a une place que vous aimez déjeuner. Oui. Il y a un genre de... je ne sais pas trop quoi, là, une chaîne à Montréal. Ça, c'est à Gatineau, là. Il y a une patente de je ne me rappelle plus les noms des restaurants du matin. Là. Coco quelque chose. Là. Tu sais, Coco quelque chose. Là, tu t'en vas là, tu dis, ah, bon, déjeuner, c'est rendu cher déjeuner, hein? Là, ça coûtait, mettons, 20 piastres avoir 2 œufs, 2 toasts, 2 tranches de bacon, puis du café fourni. Et là, tu arrives là, c'est 22,50. Oui, donc, c'est ça qu'on lui. Là, le propriétaire dit, ben, c'est parce que j'ai pas le choix, je viens de me faire augmenter mes taxes municipales de 30 %. Oui, le gars, il a monté de 30. Il y a du monde qui a monté de 30. Comment veux-tu augmenter de 30? Pour payer mon augmentation, là, avec le 2,5 piastres, ça me prend 6 000 déjeuners à 2,5 piastres de plus. Voilà. Puis toi, tu en fais partie du 6 000 déjeuners. Exact. C'est très simple, là. Comment ça que ça coûte cher maintenant, tant d'un restaurant, puis de déjeuner, puis telle affaire? Ben, vous avez des exemples à tous les jours de ça. Ça n'arrive pas de nowhere, ça, là. Ça n'arrive pas de Trump, là. Pas Trump qui vous appauvrit, là. C'est-tu Trump, ça? Non, ça c'est pas Trump. OK. Ça, c'est pas Trump du tout, là. Ça, c'est nous autres, là. Ah, OK. Oh. Hey, ben voilà pour la boîte, Jerry. Plus de boîtes de la version Prime, en passant. Il y a une petite boîte. Thank you. Et là-dessus, ben, demain, mercredi, beaucoup de stock aussi. Avec Joamel et Yann et Frank. See ya. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate.